amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Bonsoir et bienvenue sur Face à l'actu, l'émission qui décrypte l'actualité brûlante sans faux semblant. Le paysage politique béninois est entré dans une phase cruciale, celle de l'annonce des candidatures pour la présidentielle 2026. Une seule candidature retient en particulier l'attention, il s'agit de celle du ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Wadagni. Présenté comme une candidature de la mouvance présidentielle, est-ce que cela respecte les règles du système partisan? Traduit-elle une autre forme de leadership ou une stratégie bien rodée? Pour débattre de ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Gracien Makoko, juriste consultant, et en face de lui, le directeur de publication du journal L'Opinion aujourd'hui, Amel Taillon. Bonjour, c'est invité. Bonjour, monsieur Akilou. Bonjour, Akilou. Merci d'avoir accepté cette invitation pour débattre de cette actualité brûlante par rapport à la présidentielle de 2026. Nous allons aborder deux angles essentiels de ce dossier, particulièrement la légalité et la légitimité de cette candidature pour 2026, et deuxièmement, ses chances réelles de succès et la nature des soutiens qui s'annoncent de part et d'autre. Chers amis internautes, voilà, planter le décor. Monsieur Gracien Makoko, la loi sur le système partisan vise à encadrer l'émergence des candidatures tous azimuts. D'un point de vue juridique, la procédure de parrainage qui va s'annoncer au niveau du ministre d'État, je dirais, du candidat de la mouvance présidentielle, est-ce qu'elle répond à l'esprit du système partisan aujourd'hui? Bon, merci. Si je comprends bien, vous cherchez à savoir si la désignation qui a été faite par quelques partis de la mouvance présidentielle du ministre d'État, M. Romuald Wadagni, comme candidat d'accord, de la majorité présidentielle, est-ce que cela répond à l'esprit du système partisan? Je voudrais déjà faire remarquer que il y a une différence à faire entre l'esprit du système partisan et les différentes règles juridiques qui portent cette réforme du système partisan-là. Pour ce qui est de l'esprit même, c'est que le Bénin a une tradition politique et nous sommes partis de quelque part, et à un moment donné, les observateurs avertis du paysage politique ont établi le constat selon lequel la manière dont on fait la politique chez nous, la manière dont les candidats parviennent, atterrissent pour prendre d'assaut l'appareil de l'État, que ce n'était pas une manière qui pourra permettre à notre État de s'inscrire dans la dynamique des grandes démocraties au monde. Maintenant, pour ce qui est de l'ensemble des normes qui portent la réforme, on s'interroge au plan juridique pour savoir si les différentes normes qui encadrent ou qui portent cette réforme-là ont été respectées dans le cadre de la désignation de M. Romuald Wadagni. Et quand on parle de normes, je voudrais qu'on observe deux choses. Il y a d'abord la réglementation générale posée par le législateur. Et cette réglementation-là comporte fondamentalement deux éléments. Le premier élément est que le choix doit être effectué par un parti politique. Le second élément, c'est lié à la qualité de celui qui peut être choisi. On constate que le choix de M. Romuald Wadagni, d'accord, est fait, mais ce qui concerne la qualité de celui qui est choisi, il s'agit de quelqu'un qui n'est pas membre d'un parti politique, on l'a noté tout à l'heure, mais est-ce que cela est légal? Je réponds oui que c'est légal, puisque le code électoral du Bénin n'a pas exclu la possibilité que nous ayons quand même des candidats non partisans. Donc, sur cet aspect-là, oui, la loi a été respectée. Maintenant, pour ce qui est de la désignation par les partis politiques, ce à quoi nous avons assisté, c'est quoi? C'est qu'on a observé qu'il y a l'Union progressiste de renouveau qui s'est mise ensemble avec le bloc républicain pour procéder à une désignation conjointe. Et ce que les textes ont dit, notamment le code électoral, est que le choix doit être fait par un parti politique. On se pose la question de savoir l'instance qui a procédé premièrement à la désignation, à savoir la mise ensemble de l'UPR et du bloc républicain. Est-ce que la majorité présidentielle est un parti politique? Est-ce que l'ensemble des partis politiques de la majorité présidentielle est un parti politique? La question se pose. Et au regard de cela, j'ai comme l'impression que cette désignation a failli ne pas être légale. Mais tout de suite, vous avez vu l'attitude des différents états-majors des deux partis politiques. Vous avez vu que après la désignation conjointe, les gens ont décidé de corriger le tir rapidement pour qu'on ne puisse leur pas porter ce grief. C'est ce pourquoi l'état-major de l'Union progressiste
après a pondu un autre communiqué pour dire le candidat de l'Union progressiste Le Renouveau, c'est bien entendu M. Romia Wardagui, et le bloc républicain aussi. Parce que si cela n'était pas fait, d'accord, on va leur faire le reproche parce que le système partisan, à travers ses règles, a interdit les alliances de partis politiques. Et s'ils n'avaient pas fait des communiqués de manière individuelle, ce serait comme si c'était une alliance de partis politiques qui a procédé à cette désignation-là. Donc, pas fini, on va dire qu'au plan de la loi, d'accord, quand bien même on aurait voulu que le système partisan soit sauvegardé de sorte que le candidat choisi soit le produit fini d'un parti politique, on peut dire que la désignation, pour ce qui est de la règle de droit, pour ce qui est du cadre juridique défini, ça a été respecté. Maintenant, je voudrais atterrir par un élément qui a trait à la question de la transparence. Puisque au-delà de la réglementation générale posée par le Code électoral, il y a les modalités de désignation. D'accord? Et le législateur a laissé le soin à chaque parti politique de définir les modalités. Et à l'intérieur de l'Union progressiste Le Renouveau, on constate que les statuts ont prévu une sorte de modalité. Au niveau du bloc républicain, il y a également des modalités. Maintenant, la manière dont la désignation a été effectuée, c'est vrai que la plupart des citoyens béninois sont en train déjà d'applaudir cette désignation. Il y a beaucoup d'arguments. Les gens ont relevé la qualité du candidat, le fait qu'il soit quand même un technocrate compétent. Mais nous sommes d'accord. Mais au-delà de tout cela, on peut s'interroger pour dire que est-ce que la manière dont le choix a été effectué, est-ce que cela dénote d'une sorte de transparence? Parce que on ne sait pas quels étaient les critères de ces partis politiques. C'est vrai, on pourra dire que point besoin, mais en réalité, dans une démarche, d'accord, de transparence, on aurait souhaité. Là, c'est justement une sorte de suggestion, ce qu'on aurait voulu. On aurait souhaité quand même que l'UPR en amont puisse énumérer les différents critères à l'aune desquels elle va procéder à la désignation de son candidat. Pareil pour EBR, pareil pour les autres. Ça n'a pas été fait. Ce n'est pas bien grave. Je vous ai dit une fois ici que nous sommes à la recherche du meilleur modèle politique qui va nous permettre de mieux gouverner l'État. Ce sont quelques failles que nous sommes en train d'identifier et on ne peut pas identifier ces failles-là si ce qui est l'existant n'est pas mis en œuvre. Ce n'est pas pour remettre en cause ce qui a été fait, d'accord, mais on aurait voulu que ces différents aspects-là soient pris en compte. Donc, je réponds pour dire finalement que pour ce qui est de l'esprit du système partisan, il y a encore des choses à refaire, mais pour ce qui est des règles qui ont porté cette réforme du système partisan-là, je pense que la désignation a été effectuée selon tel que le législateur l'a voulu. Oui, M. Amel. Est-ce que, bon, comme M. Makoko le disait, est-ce qu'on peut dire que M. Wardagui n'appartient pas à un politique? Est-ce qu'il a besoin de s'afficher politiquement? Remarquez... oui, et après, je voudrais aussi vous demander, est-ce qu'on a besoin au niveau des différents partis de sortir les critères qui poussent à réellement montrer qu'on a choisi, on a respecté les critères qui nous ont amenés à choisir un candidat? Je remarque que le juriste a fait sortir, son analyse est très pertinente, vraiment pertinente. Et je voudrais juste ajouter ou rappeler que le ministre Wardagui a fait partie de l'Union progressiste et il a démissionné entre-temps. Et je remarque maintenant en 2025 que c'était fait à dessein. Pourquoi ça? C'était fait à dessein parce que le ministre appartenait à l'UPR. Lors de cette tournée que vous avez évoquée dans vos propos liminaires, il appartenait à l'UPR. Et entre-temps, il a démissionné, il a été déchargé de ses charges. Et donc, je remarque que c'était fait à dessein parce qu'on savait qu'en 2025, on pourrait le porter comme candidat de la mouvance présidentielle. Oui, est-ce qu'au niveau des différents partis politiques, on a besoin de sortir ces critères de choix? Pas nécessairement, selon moi, pas nécessairement. Vous savez, celui qui tient le gouvernement, il est là. Hein? Il est là et c'est lui qui manie toutes les machines. Vous voyez, le chef de l'État, quand on parle de l'UPR et du bloc républicain, il a si bien dit, ils ont déjà pondu un communiqué pour dire que c'est leur candidat. Et j'ai noté que ça a été fait à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire, tenue où et quand, l'on ne sait. Les indiscrétions nous ont noté le dimanche qu'il y a une réunion dans les locaux du chef de l'État, mais les partis politiques, et c'est ce que nous notons, c'est ce qui a été officiel, ont désigné le candidat à l'issue d'une élection, d'une assemblée extraordinaire. Donc, les différents
je crois que pour le commun des mortels, pour l'opinion actuellement, les critères qui ont sont allés en faveur de cette désignation, je crois que l'important n'est pas là actuellement. L'important, c'est que, comme l'a dit le juriste, les tests ont été respectés. C'est vrai, il a fait constater que le Bénin est à la quête d'un idéal sur le plan politique. Vous voyez, le système partisan tellement prôné par le chef de l'État a encore des failles qu'il a relevées. Vous comprenez? Donc, ce n'est qu'après ça qu'on pourra corriger le tir au fur et à mesure de notre démocratie. Puisque le système partisan au niveau de l'élection, je dirais, présidentielle, je parlais des élections générales, ça serait la première expérience. C'est la première expérience. Ça veut dire que nous allons pouvoir nous forger et au regard de ce que nous allons rencontrer, encore corriger parce que le juriste le disait qu'il n'y a pas de système parfait, c'est toujours à la quête de la perfection. Monsieur Makoko, aujourd'hui, le poste que le ministre d'État Ouadani occupe, je dirais candidat de la mouvance présidentielle, est-ce que cela pose un problème de légitimité à son niveau? Problème de légitimité, je ne crois pas, parce que cette question sous-entend une autre. Et j'ai entendu un certain nombre de personnes l'évoquer, c'est un peu comme l'on veut faire allusion à l'expérience politique. D'accord, on s'interroge. Vous dites, il est venu, le Bénin l'a connu en tant que technocrate, un bon technocrate d'ailleurs, mais le porter comme candidat pour présider à la destinée de l'État du Bénin, sans expérience politique, d'accord, est-ce que cela est normal? Mais je voudrais faire remarquer quelque chose. Ce que nous appelons expérience politique, mais dans quelle école il faut l'acquérir? Cette question, elle est fondamentale. Parce que quand vous observez la vie des partis politiques dans notre pays, il est clair qu'il y a fondamentalement deux missions pour un parti politique. La première mission, c'est de procéder à l'animation de la vie politique à travers la défense des convictions, des idées et à travers le jaugeage des choix de gouvernance qui ont été effectués par les gouvernants qui sont sur place. Et la seconde mission, c'est de mettre à la disposition de l'État un personnel politique qui va procéder à la conquête et à l'exercice du pouvoir de l'État. Et pour accomplir ces deux missions, les partis politiques ont pour devoir de procéder à la formation de leurs militants. Et c'est au cours de la formation militante que les partis étaient appelés à enseigner à leurs militants comment défendre les idéaux, comment défendre les convictions et comment on prend des décisions lorsqu'on occupe une position de décideur au sein de l'appareil étatique. Mais entre vous et moi, lorsqu'on observe le fonctionnement des partis politiques dans notre pays, est-ce que vous avez comme l'impression, est-ce que vous êtes convaincu que cette formation des militants se fait comme cela se doit? Moi, je réponds pour dire non. Et la plupart des cas où on constate que les partis ont décidé de faire des formations, lorsque vous regardez un peu la manière dont les choses évoluent, vous avez comme l'impression qu'en réalité, c'est un discours de mobilisation de l'électorat. Et ce n'est pas une formation en bonne et due forme. À partir de cet instant, je doute fort que l'on puisse continuer par soutenir que c'est à l'intérieur d'un parti politique que l'on peut acquérir de l'expérience politique. Parce que, au final, le but de la politique, c'est de régler les problèmes des citoyens, d'accord? Et lorsque vous prenez le ministre Ouadani, il a fait partie d'une équipe gouvernementale. Il est témoin, il est surtout acteur. Il a pris des décisions au sommet de l'État. Et donc, ce qu'on appelle l'expérience politique, selon moi, c'est lorsque vous avez un minimum d'expérience ou un minimum de connaissances en ce qui concerne les tenants et aboutissants de la prise d'une décision qui engage le destin de l'État et la vie des citoyens. Et ça, il a fait. Mais dans notre pays, le Bénin, qui mieux a l'expérience politique ou l'expérience en matière de la gouvernance politique plus que le ministre Abdoulaye Biotchane, qui a l'expérience de la gouvernance, des réalités de la gouvernance politique, plus que le ministre Pascal Irunekoupaki. Mais tous ceux-là, ils ont acquis ces expériences-là où? Ce n'est pas l'intérêt d'un parti politique. Ils ont été au charbon et ils ont participé à la prise de grandes décisions au sommet de l'État.
Et ça, c'est beaucoup d'expérience. C'est ça qui leur a permis d'être ces personnalités expérimentées dont on parle. Mais pour le cas du ministre Ouadayi, c'est depuis tout au moins 9 ans qu'il est là. Il a capitalisé une expérience énorme. Et ce qu'il n'a pas appris, c'est peut-être ce qui se fait dans les partis politiques aujourd'hui. C'est peut-être apprendre à faire les coups bas politiques, apprendre à les mobiliser l'électorat sur le terrain. Mais lorsque vous observez un peu la gouvernance du président Patrice Talon, vous constatez tout de suite que cette gouvernance est portée par des déterminants sociaux et des déterminants sociologiques. Et parmi ces déterminants sociologiques, c'est comme si il amène dans la sphère politique l'idée, la conviction de l'homme d'affaires. L'homme d'affaires, il est venu, il veut réussir ses affaires. Il se dit, mais pour la réussite de l'affaire, on a besoin de telle compétence, mais je ne suis pas tenu d'avoir les compétences moi seul, mais je peux mobiliser ceux qui sont compétents pour faire le job. Et lorsque je transmets cela dans la sphère politique, cette vision des hommes d'affaires, le président Talon dit, mais moi je suis homme d'affaires, je suis technocrate. Si je suis venu en tant que technocrate et que j'ai des visions pour le pays et que je ne suis pas capable de mobiliser l'électorat, alors s'il y a des jeunes qui veulent bien mobiliser l'électorat, on peut requérir leurs compétences, ils travaillent et nous sommes là pour prendre les décisions de l'État, au sommet de l'État. Donc, ça fondamentalement, je vais me résumer pour dire simplement, quand on parle de l'expérience politique, selon moi, la vraie expérience politique, ça s'acquiert sur le terrain de la pratique. Et le ministre Romi Ouadayi a participé énormément à la prise de nombreuses décisions politiques qui ont déterminé le destin de notre pays. Ça, c'est largement suffisant. Pour le moment, on va inviter les partis politiques à changer de paradigme. Et lorsque ces partis politiques vont fondamentalement ou réellement commencer par jouer le rôle qui est le leur, et l'un des rôles pour lequel le contribuable met à leur disposition des fonds, à savoir la formation des militants, quand les partis vont commencer réellement par jouer ce rôle-là, désormais, on pourra être amené à juger quelqu'un pour dire « tu n'es pas passé par un parti politique et par conséquent, tu n'as pas de l'expérience ». Mais aujourd'hui, je pense que là, ce que nous voyons avec le ministre Ouadayi, on peut déjà conclure qu'il y a quand même l'expérience, parce que même s'il était membre d'un parti politique, je ne vois pas le type d'expérience qu'il devrait acquérir et qui nécessite quand même, et qui a une nécessité pour la gouvernance de l'État. Monsieur Hamel, vous qui observez la scène politique béninoise de près, je dirais depuis 9 ans, puisque Ouadayi est depuis 9 ans, on parle qui n'a pas d'expérience politique au sein des partis politiques, mais son mentor, je veux parler du président Patrice Talon, est venu des affaires et il a dirigé, on a vu sa manière de diriger. Très bien, la remarque est bien faite et c'est pourquoi je voudrais aller à l'antipode de ce que le juriste est en train de dire. Il faut remarquer que le maître à jouer, il est très fort. D'accord? La désignation du candidat Romi Ouadayi est très stratégique. Très stratégique pour lui et pour le chef de l'État. On ne peut pas parler de Romi Ouadayi sans Patrice Talon. D'accord? Oui, il a de l'expérience. Mais pour moi, il a de l'expérience dans la gestion. Et on peut être sûr que le pays sera bien géré et qu'il y aura une bonne continuité, de la rigueur dans les finances et dans les dépenses et dans la gestion du pays. Mais pour ce qui est du côté politique, je crois, parce que quoi? Il va hériter d'une Assemblée nationale qu'il ne peut pas contrôler. D'accord? Oui, très bientôt, en janvier, il ne peut pas contrôler. Et donc, c'est là qu'intervient ce que vous avez dit, son mentor. C'est là qu'intervient Patrice Talon, qui pourra, derrière le rideau, jouer sa partition pour l'aider. Parce qu'il ne peut pas gouverner. Il n'y a pas de doute. Il est compétent. Il est fait pour le job. Parce que, avouons-le, c'est lui qui a la tête des réformes courageuses. Et si le Bénin a cette notoriété aujourd'hui, c'est grâce à Romi Ouadayi. Il a su bien dire aussi quelque chose. Patrice Talon est un homme d'affaires. Il a su s'entourer de bonnes personnes. Il a pu s'entourer de politiques. D'accord? Et il a pu s'entourer de technocrates, de gestionnaires fins, d'économistes et autres. D'accord? Mais, contrairement à Romi Ouadayi, maintenant, qui n'a pas la même mise sur les partis politiques. On a beau le dire, 9 ans, il ne connaît pas les rouages de la politique béninoise. Son mentor, oui, lui connaît les rouages. Et là, derrière le rideau, il pourra l'aider, peut-être pendant le premier quinquennat.
D'accord, je suppose qu'il va empiler, encore qu'on n'a pas encore parlé du... En tout cas, il va l'aider dans les premières années à bien gouverner, à gérer cette même politique qui n'est pas facile. Maintenant, est-ce qu'il y a une crainte puisque les élections législatives vont se dérouler en janvier, et en janvier, c'est le président Patrice Talon qui est là, ça veut dire que la majorité présidentielle est encore là pour pouvoir diriger. Bien sûr, majorité présidentielle, oui, mais contrôlée par Patrice Talon, pas par Wada. Oui, mais en fait, c'est que, bon, c'est quand même, je dirais, le petit, je dirais, du président Patrice Talon. Oui, le petit du chef n'est pas le chef. En politique, soyons réalistes, hein. Lorsque le président Patrice Talon va quitter le fauteuil, tout peut se passer. Le petit du chef n'est pas le chef. Et comme il est là, pour soutenir son petit, beaucoup de choses se feront, ils l'aideront, d'accord, mais il y a encore une marge à franchir pour le candidat Wadahi pour pouvoir bien s'intégrer politiquement, comme nous sommes en train de le dire, parce que sans l'Assemblée nationale, le haut lieu de la politique béninoise, il ne pourra pas bien gouverner, d'accord, et souhaitons que Patrice Talon soit là pour le guider les premières années pour l'atteinte des objectifs. Monsieur Makoko, la dernière fois, on l'évoquait par rapport aux législatives, par rapport au pourcentage qu'il faut de parrainage, c'était le parrainage, mais ici, par rapport aux législatives, où il faut avoir 10%, et au niveau, bien 20%, je dirais, par circonscription électorale, pour pouvoir avoir des sièges au niveau de l'Assemblée nationale. Avec la majorité présidentielle qui est là, est-ce que Wada n'est pas bien parti pour avoir une assemblée générale, une assemblée nationale acquise à sa cause et pour pouvoir diriger pendant les 5 ans s'il remportait la présidentielle de 2026? Je pense qu'il faut tout de suite décourager l'idée selon laquelle il est indispensable pour un chef d'État d'avoir le Parlement acquis à sa cause. C'est contre tous les principes de démocratie. Soit nous décidons d'être en démocratie, soit nous décidons d'être dans autre chose. Peut-être vous pouvez appeler ça Africatie. D'accord? Ce que mon co-débatteur évoquait tout à l'heure, je trouve que c'est pertinent, puisqu'il a fait une analyse réaliste, puisque le terrain africain, le contexte africain, d'accord, fait que même de manière subjective, les gens peuvent vous mettre les bâtons dans les roues. Et donc, lorsqu'on parle d'expérience politique, en réalité, on est en train de reprocher au candidat le fait qu'il n'a pas de l'expérience en matière de politique politicienne. Ça, c'est mauvais. Puisque ce n'est pas de cette expérience politique qu'on doit s'attendre. Ce n'est pas à ça qu'on doit s'attendre chez un candidat. Chez un candidat, on ne devrait pas attendre les habiletés, les atouts pour contrôler les parlementaires, les atouts pour jouer les cartes politiques sur le terrain électoral. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, normalement, on devrait tourner le regard sur l'expérience qu'il a capitalisée en matière de prise de décision qui engage l'avenir de l'État. Mais, triste est le constat selon lequel maîtriser le terrain de la politique politicienne est également une option vitale. Cependant, il faut quand même qu'on commence par travailler le subconscient. Parce que l'opinion se travaille aussi. L'opinion se construit. Il faut commencer par, quand bien même cette réalité elle est là et qu'elle est prégnante, il faut commencer par éduquer les masses populaires africaines et béninoises que un président qu'il vient, il n'a pas besoin de rechercher à contrôler le Parlement. Mais pourquoi les chefs d'État, la plupart des chefs d'État africains cherchent à contrôler le Parlement? C'est justement parce que, d'accord, pour des intérêts personnels, un député peut décider d'aller contre un projet pourtant viable pour l'État. Voilà. Et vous savez, lorsque tout le monde parle de la réforme constitutionnelle de 2019, à savoir notamment et précisément le fait que le président Patrice Talon a voulu, d'accord, que l'on ne puisse plus, d'accord, requérir l'aval du Parlement avant d'aller contracter des prêts. Mais vous savez, cette réforme-là a une histoire. Parce que à plusieurs reprises et sur des années, des députés à l'Assemblée nationale du Bénin se sont opposés de manière tout à fait subjective à la ratification de plusieurs accords de prêt. Voilà. Des milliards que le Bénin a perdus. Et ayant l'expérience, quand il est venu au pouvoir, il dit « Ah,
il faudrait que sur ce point-là, on puisse faire quelque chose pour que les gens ne puissent pas, d'accord, l'empêcher de mobiliser de moyens extérieurs, de moyens financiers extérieurs pour financer le développement. Donc, je pense que vraiment, cette réalité politique qui a été évoquée, c'est une réalité pertinente. Mais nous devons, si on veut réellement construire une nation moderne, une nation effectivement démocratique, nous devons travailler à ce que dans le subconscient de chaque Béninois, l'on puisse dire quand un chef d'État est là, il faudrait qu'on fasse les choses dans les règles de l'art. Et lui-même, lorsqu'on se comporte comme ça en tant que citoyen et en tant qu'élu, le président ne cherchera même pas à dominer les parlementaires, à contrôler les maires, à contrôler les députés, parce qu'il sait que lorsqu'il va envoyer un projet à l'Assemblée nationale, les députés vont pouvoir discuter et amender ce projet-là de manière tout à fait objective. Voilà, monsieur Makoko, merci beaucoup. Je pense qu'on est rentré au niveau du second sujet qui nous amène à aborder les chances du candidat Wuremia Ouaddaï. Monsieur Amel Taillon, vous observez sur le terrain politique un engouement ou une dynamique autour du candidat Wuremia Ouaddaï. Quelles sont ses chances, ses atouts pour remporter la victoire en 2026? Ben, depuis lundi, le show a commencé. Oui. Le show a commencé, je dirais depuis le week-end. Les soutiens fusent de toutes parts. Et c'est transpartisan, on dirait. Et c'est transpartisan. D'après les dernières actualités, c'est transpartisan en plus. Nous avons observé... Qui sont ces soutiens-là? Oui, nous avons observé, comme je disais, l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, l'ancien président de la Cour suprême, Ousmane Batokor. Je veux dire, au-delà des partis qui le soutiennent et de ces différents militants qui le soutiennent, nous avons observé tout à l'heure, il y a quelques heures, le député de l'opposition, Léon Komla Rossi, bien qu'étant membre du parti Les Démocrates, de l'opposition, qui a ouvertement, à travers une lettre déclaré son soutien au candidat. Non, je crois que, vous savez, la politique a ses impondérables. Mais tout ce que nous observons là, avec le soutien du chef de l'État aussi qui est là, on peut dire sans se tromper que Wuremia Ouaddaï a de fortes chances. D'aucuns disent même déjà qu'à 50%, il reste les autres 50% sur le terrain, qu'il a de fortes chances de succéder à son mentor. Toutefois, la politique béninoise étant ce qu'elle est, il faut mettre du bémol et attendre la suite des événements. Mais il est à remarquer déjà que le profil plaît à beaucoup de chances. Le profil plaît et la vague de continuité suscitée ça et là, déjà, on voit à travers lui que le Bénin va poursuivre sa marche vers le développement. Et donc, il a de fortes chances. On attend son vis-à-vis, celui que l'opposition va présenter. Mais quand on voit déjà un député de l'opposition affirmer sa candidature, on se demande, je me demande de lui depuis tout à l'heure, certes, il a remis son parrainage à son parti, mais pour qui va battre campagne sur le terrain, puisqu'il a déjà affirmé, je vois que la candidature du ministre Ouaddaï est déjà portée dans ça et là, et il a de fortes chances d'être élu, selon moi. Monsieur Makoko, comment vous entrevoyez ces soutiens-là aujourd'hui? C'est comme si c'est un rouleau compresseur qui a déjà commencé. Oui, ça pose le problème de la qualité des soutiens et de la raison qui sous-tend les soutiens. Et vous comprenez, et que nous comprenons maintenant, pourquoi un parti comme l'UPR et le BR avaient pondu antérieurement à ce choix-là un communiqué pour interdire on peut parler de la transhumance. Parce que ce communiqué souligne à deux traits que les soutiens opportunistes peuvent advenir. Et pour ce que nous observons aujourd'hui, que ce soit au plan national ou au plan international, et mon vis-à-vis l'a mentionné, c'est un profil qui plaît. Et j'ai comme l'impression que c'est la première fois dans l'histoire politique du Bénin où, avant même les campagnes, les gens sont en train de parier déjà que
le monsieur Roumia Wadayi sera le président ou le successeur du président Patrice Talon. Je reviens toujours pour dire, est-ce que lorsqu'on voit la dynamique en cours, lorsqu'on voit celui qui est porté par la mouvance présidentielle en se disant, oui, j'ai vu le développement qui est en cours, j'ai vu les actions qui sont en cours, sortir de l'opposition pour soutenir un candidat de la mouvance, est-ce que ce n'est pas aussi encourager cette dynamique-là? Est-ce que ce n'est pas avoir le souci du développement, de voir son pays toujours évoluer pour que la dynamique ne soit pas cassée? Bon, et ce que je voudrais dire par rapport à cette question des chances du ministre Wadayi, il faut d'abord commencer par féliciter le président Patrice Talon. Parce que nous sommes dans une Afrique, d'accord, faite de suspicions, où les chefs d'État en fin de mandat font tout pour se maintenir. Donc c'est d'abord un courage louable qu'il faut saluer. Ça devient un acte extraordinaire. Deuxième élément, c'est que nous avons un candidat jeune, mais je vais dire relativement jeune. Un des éléments qui milite en sa faveur. 49 ans. 49 ans. Mais quand on se réfère un peu à la charte africaine de la jeunesse. Quand on prend les Ouattara, les Biya, tout oui, ça. Oui, très bien, mais je vais en venir. Oui. Je vais en venir. Oui. Mais lorsque vous prenez la charte africaine de la jeunesse, cette charte, dans ses propos préambulaires, définit le jeune comme toute personne âgée entre 15 et 35 ans. Donc, si on s'en tient à ce texte, le ministre Roumia Wadayi, 49 ans, n'est pas si jeune que ça. Mais lorsque on compare cette jeunesse, d'accord, ou on compare cet âge par rapport à ceux qui ont été dans la sous-région, vous avez parlé du président Ouattara, et on prend même le cas le plus criant, le cas camerounais, on se dit que c'est effectivement la jeunesse. Et on regarde le Sénégal pour dire, bon, c'est pratiquement la même dynamique, même si le président, le plus jeune président démocratiquement élu de l'Afrique est du Libéria. Il s'agit bien sûr de Samuel Doe. Il était président déjà à 29 ans, mais démocratiquement élu à 34 ans. Maintenant, et par rapport à cette jeunesse, je pense que c'est un atout. Quand vous le voyez quand même, on voit qu'il y a le sang de jeune qui est en lui. Et le fait qu'il soit un technocrate, et mieux, le fait que l'opinion publique nationale et internationale ne soit au courant des casseroles qu'il aurait traînées, est un atout significatif dans le contexte béninois actuel. Et j'ai l'impression que ça va être peut-être la difficulté que l'opposition politique va avoir. Puisque de grâce, si l'opposition sort quelqu'un, puisque la plupart a été aux affaires, si l'opposition sort quelqu'un connu par la population comme une personne traînant des casseroles, ça va être fortement en défaveur de cette opposition-là. Donc, par rapport à ces songes, vraiment, les chances sont intactes. Il y a beaucoup de soutien, d'accord, mais il faut pas occulter quelque chose. Mon vis-à-vis a commencé par mettre l'accent sur le truc et je vais l'aggraver. C'est par rapport aux velléités de dissension de dernière minute. Il y a beaucoup de personnes à l'intérieur de la mouvance présidentielle qui ont voulu être candidats, être le choix. Et le Béninois a donné, bon, je ne vais pas parler du Béninois, bon, c'est l'être humain, d'accord, mais on a eu l'expérience quand même en 2016 où le président Boniaï, avec ses forces corrides pour un Bénin émergent, ont effectué le choix de Zissou. Les gens ont accepté. Ils ont même encensé le choix. Mais sur le terrain, ils n'ont pas mouillé le maillot. Et s'il y a un conseil politique, c'est vrai que je ne suis pas un politique avisé, c'est un conseil politique que moi je peux dire à M. Roumia Wadayi ou peut-être au président Patrice Talon, c'est de leur demander de former dans toutes les 77 communes du Bénin, d'accord, des équipes de campagne alternatives. Pour que, si éventuellement, il arrive que les états-majors de l'UPR, les états-majors du BR acceptent pas la bouche, mais de cœur ne veulent pas travailler, d'accord, que ces cellules alternatives de campagne-là puissent faire le job à leur place. Maintenant, moi, mon rêve, c'est d'attendre à ce que l'opposition puisse sortir un duo de qualité comme celui-là pour que la fête, l'élection soit festive, comme l'a dit, et que la fête soit belle. Merci, M. Makoko. Un dernier mot, M. Hamel. Ben, c'est comme l'a dit, c'est comme il vient de le dire, nous attendons tous, juristes, journalistes, que la paix règne, que la période festive qui vient d'être annoncée, que cette période festive soit belle
pour le bonheur du peuple béninois et pour le développement tant attendu par chacun. Merci, chers invités. Merci, chers amis internautes, de nous avoir suivis. Nous sommes au terme de ce riche débat en enseignement. Pour une chose est sûre, c'est que la présidentielle de 2026 s'annonce comme un véritable test pour la maturité politique de notre démocratie. Merci à nos invités pour leur contribution et la pertinence de leurs analyses. Restez connectés sur BLTV. Prenez le rendez-vous du prochain numéro. À bientôt.